Imaginez ceci. Vous avez passé 20 ans entiers de votre vie à construire quelque chose de beau, quelque chose de signifiant. 20 ans à vous lever avant l'aube tous les jours, à naviguer les crises complexes, à gérer les équipes avec compassion et rigueur, à transformer une vision noble en réalité quotidienne. 20 ans. C'est plus d'une décennie et demie de votre existence entière consacrée à un seul endroit, une seule mission, une seule passion. Et puis, soudainement, dans un appel téléphonique de 4 minutes courtes et destructrices, à 2 heures du matin, dans le noir le plus profond et le plus complet, tout ce que vous aviez construit s'écroule autour de vous sans pitié. Bienvenue à l'histoire de Véronique Delaporte. Elle est née à Villefranche-sur-Saône, dans le Rhône, d'une mère qui tenait une petite pension de famille et d'un père qui travaillait dans la restauration. Elle avait grandi en écoutant sa mère discuter avec les clients, en observant son père maîtriser chaque détail d'une cuisine bien organisée. Ses origines, elle les portait en elle comme une marque, comme une certitude tranquille. Elle savait, dès le départ, que son avenir était dans l'hôtellerie. Ce n'était pas un rêve grandiose ni étincelant, c'était une évidence, presque génétique. À 47 ans, Véronique Delaporte était directrice générale de l'hôtel Renaissance Paris Prestige, l'une des adresses les plus prestigieuses de la capitale, nichée entre le 8e et 9e arrondissement, à quelques minutes à pied de l'Élysée. Un hôtel 5 étoiles, pas seulement au sens où les critères l'exigeaient, mais au sens où chaque détail, chaque interaction, chaque moment passé entre ses murs, devait être une expérience hors du commun. C'était son exigence personnelle, et elle ne l'avait jamais compromise, même sous la pression financière. Pendant 20 ans, Véronique avait vécu cet hôtel. Elle le connaissait mieux qu'elle ne se connaissait elle-même. Elle connaissait chaque corridor, chaque escalier de service, chaque recoin de la cuisine, chaque détail des 3000 mètres carrés de la cave à vin. Elle connaissait le prénom des femmes de chambre qui travaillaient depuis 15 ans. Elle connaissait les préférences des clients réguliers, Monsieur Delacroix qui prenait toujours un café au lait à 7 heures du matin, Madame Beaumont qui préférait les roses blanches dans sa chambre. Elle connaissait les cycles saisonniers, les périodes creuses, les événements d'importance. Elle connaissait, surtout, la façon dont cet hôtel devait fonctionner pour être ce qu'il était, un refuge de perfection au cœur de Paris. Le prix de cette perfection, elle l'avait payé en sacrifice personnel qu'elle avait appris à ne pas compter. Pas de mariage, pas d'enfant, pas de vie sentimentale durable. Un ex-fiancé en 1998 qui avait finalement accepté qu'elle ne l'aimerait jamais autant qu'elle aimait l'hôtel. Des anniversaires manqués avec sa mère, décédée 6 ans plus tôt, des dîners familiaux sacrifiés pour des crises d'eau chaude ou des VIP inattendus. Des vacances reportées année après année, des amitiés qui avaient lentement s'effrité faute de temps et d'attention. Mais cela semblait un prix acceptable à l'époque. Cela semblait noble d'une certaine façon. C'était la vie qu'elle avait choisie et elle l'avait acceptée. En échange du sentiment de maîtriser quelque chose de vraiment grand, quelque chose qui avait du sens, quelque chose que peu de gens pourraient comprendre. Mais les choses avaient changé récemment. 6 mois plus tôt, un fonds d'investissement international basé à Luxembourg avait acquis 85% des parts de l'hôtel. Le fonds s'appelait Meridian Capital Partners. C'était une entreprise froide, efficace, dirigée par des hommes en costume qui parlaient de synergie, de ROI, de restructuration opérationnelle. Ils ne parlaient pas d'âme, de charme, d'histoire. Ils parlaient de chiffres. Rien que des chiffres, des tableaux Excel, des prévisions trimestrielles. Véronique avait entendu Laurent Mercier, le directeur régional, utiliser l'expression « optimisation des ressources humaines » pour parler des employés qu'elle connaissait depuis des années. Véronique avait senti le changement immédiatement, comme un frisson dans l'air avant un orage. Les réunions n'étaient plus des conversations conviviales où on discutait de la vision long terme
et des valeurs de l'établissement. C'étaient des séances trimestrielles où on analysait la marge de profit sur chaque chambre, chaque dîner servi au restaurant, chaque bouteille de vin vendue. On lui parlait de réduction des coûts d'exploitation. On lui parlait de maintenir les budgets d'entretien au strict minimum. Quand elle avait demandé, avec prudence et documentation complète, si on pouvait enfin moderniser le système électrique vieillissant du bâtiment, un système qui datait de 1998, un système sur lequel elle s'était inquiétée depuis des années, on lui avait répondu que ce n'était pas rentable immédiatement. Elle avait insisté, apportant des devis détaillés, des rapports d'inspection officiels, des avis d'électriciens indépendants qui confirmaient tous les mêmes conclusions alarmantes. On lui avait dit d'attendre, qu'on verrait cela dans le budget de l'année suivante. Qu'on verrait. Elle avait attendu, elle n'avait pas eu le choix. Ce soir-là, le 14 octobre, ce soir qui serait gravé à jamais dans sa mémoire, l'hôtel accueillait le Summit international des investisseurs européens, un événement capital que Véronique avait orchestré pendant les 18 années précédentes, avec un dévouement sans égal. C'était un événement capital, un véritable marqueur de prestige pour toute personne impliquée. Plus de 1000 personnes. 3 jours, 2 nuits. Les chefs d'entreprise les plus puissants du continent, les ministres des Finances, les PDG de sociétés Fortune 500. Le gala d'ouverture était prévu à partir de 19h, dans la grande salle de réception au 3e étage, une salle que Véronique avait fait entièrement redécorer 2 ans auparavant, avec une attention extrême aux détails. Véronique s'était préparée avec la précision habituelle, la même précision que sa mère apportait à chaque détail de sa pension. Chaque détail avait été vérifié, revérifié, puis vérifié une 3e fois. Le menu, avec le chef Christophe Dupont, qui dirigeait la cuisine de l'hôtel depuis 12 ans et qui était probablement la seule autre personne dans le bâtiment qui partageait sa passion absolue pour la perfection. L'aménagement de la salle, avec le coordinateur événementiel. La sécurité, l'accueil, les services en salle. L'acclimatation de la salle pour les 1000 invités, la vérification du système de climatisation qui devrait supporter cette charge exceptionnelle. Elle avait personnellement parlé avec le directeur des ressources humaines pour s'assurer que les équipes auraient ce dont elles avaient besoin, qu'aucune chambre d'hôtel ne serait négligée pendant que le personnel serait occupé par le gala. Elle avait dormi 4 heures la veille au soir, tellement elle était nerveuse. C'était normal pour elle. Elle ne pouvait pas dormir la veille d'un événement majeur. Le soir du gala, elle était montée jusqu'au 3e étage à 18h30, vêtue d'une robe noire simple mais élégante, ses cheveux blonds, qui commençaient à grisonner, mais elle refusait de les teindre, voyant dans ses cheveux gris les traces de ses années de travail, remontées en un chignon discret. Elle avait regardé la salle se remplir progressivement, les hommes en smoking impeccable, les femmes en robe de soirée. Les serveurs qui circulaient avec des plateaux d'amuse-bouche et des flûtes de champagne millésimées. Elle avait observé les tables, vérifié que chaque place était correctement préparée, que chaque arrangement floral était parfait. Elle avait entendu la conversation commencer, les rires se multiplier, l'événement prendre vie progressivement. Tout était parfait, absolument parfait. Jusqu'à 23h45. C'est à ce moment exact que les premières lumières se sont mises à clignoter. Véronique était en train de parler avec l'ambassadeur d'Espagne, dont elle avait soigneusement mémorisé les préférences. Café sans sucre le matin, eau pétillante à table. Quand elle l'a senti. Ce léger vacillement, ce tressautement imperceptible des lampes. Pas une panne immédiate, mais quelque chose d'anormal, de menaçant. Elle avait levé les yeux vers le plafond. Elle pouvait presque voir la fluctuation, comme si l'électricité elle-même était en train de transpirer. Autour d'elle, personne d'autre ne semblait avoir remarqué. Les conversations continuaient. L'orchestre jouait toujours. Elle s'était excusée auprès de l'ambassadeur avec un sourire professionnel
et s'était discrètement dirigé vers le combiné téléphonique mural, celui qui reliait les salons aux centrales de l'hôtel, ces appareils anciens qui dataient des années 1950. Elle avait appelé la réception. « Allez-y », lui avait répondu la voix de Théo, le chef de réception de nuit. « As-tu remarqué les clignotements ?» demanda-t-elle. « Oui, Véronique. On vient de nous les signaler. »« Je monte au dernier étage et je reviens », dit-elle sans hésiter. « Garde le calme. Si les clients demandent, dis simplement que c'est un petit problème électrique, rien de grave, que tout est maîtrisé. » Elle s'était excusée auprès de l'ambassadeur et avait traversé la salle en direction des escaliers de service, ses talons claquant légèrement sur le marbre. Elle avait monté 4 étages en prenant 2 marches à la fois, sans essoufflement. Elle avait préservé sa forme physique même à 47 ans, en courant 3 fois par semaine avant que l'hôtel ne réclame ses matinées aussi. Au dernier étage, dans la salle des installations techniques, elle avait trouvé exactement ce qu'elle redoutait depuis 6 mois. Le système électrique principal du bâtiment, ce vieux système de 1998 qu'on lui avait refusé de moderniser, ce système qui avait vu les demandes de rénovation rejetées à 4 reprises, commençait à surcharger dangereusement. Les câbles dans le panneau principal clignotaient d'un rouge inquiétant, une couleur qui ne devrait jamais apparaître dans un système normal. La surtension était visible sur les jauges analogiques, les aiguilles oscillant dangereusement avec une violence qui ne présageait rien de bon. Elle avait appris ces jauges par cœur au fil des années, sachant exactement ce qui était normal et ce qui ne l'était pas. Quelque part dans le bâtiment, quelque chose consommait trop d'électricité. Peut-être le système de climatisation qui se battait contre l'afflux de 1000 personnes dans une salle conçue pour 700. Peut-être l'éclairage trop intensif des salons, renforcé pour la cérémonie d'ouverture. Peut-être une défaillance cascadante due à l'âge du système, exactement ce qu'elle avait prédit aux investisseurs avec une documentation complète. Elle s'était baissée, avait ouvert le panneau de contrôle avec une clé qu'elle portait depuis 20 ans, et avait examiné les circuits avec la concentration d'un chirurgien en salle d'opération. Elle connaissait ce système par cœur. Elle avait accompagné les électriciens lors de chaque maintenance au cours de ses 20 ans. Elle avait appris comment fonctionnait chaque disjoncteur, chaque fusible, chaque fil de cuivre. Elle pouvait fermer les yeux et diriger quelqu'un à travers le système en détail parfait. Elle s'apprêtait à rééquilibrer les charges quand, soudain, 2 des circuits principaux avaient grillé simultanément, avec un bruit sec comme un coup de feu, comme le son d'une destinée qui bascule. Ensuite, ça avait été le noir complet. Pas un noir progressif. Un noir instantané, total, absolu. Comme si quelqu'un avait éteint le soleil lui-même. Tout l'hôtel avait basculé dans l'obscurité. Les 3000 mètres carrés d'espace public, les 300 chambres occupées, les 1000 invités du gala au 3e étage, qui quelques secondes auparavant applaudissaient une allocution du ministre des Finances. Tout était devenu noir, d'une noirceur si totale que Véronique s'était presque demandé si elle avait perdu la vue. Véronique se trouvait seule dans le noir absolu du dernier étage technique, les mains toujours sur le panneau électrique encore tiède. Elle avait fermé les yeux une seconde pour laisser à ses pupilles une chance de s'adapter, pas que cela aurait fait une différence. Elle avait respiré profondément, utilisant la technique de respiration qu'elle avait apprise pendant un cours de gestion du stress il y a des années. Puis elle s'était relevée, avait utilisé son téléphone portable comme lampe de poche, un nouvel iPhone, cadeau d'elle-même à son 47e anniversaire, et était allée jusqu'à la fenêtre. En bas, dans la rue, la ville était toujours illuminée. Les réverbères brillaient. Les voitures circulaient. Seul le Renaissance était dans le noir, un îlot d'obscurité au cœur de Paris, comme un cœur qui avait cessé de battre. Elle avait compris immédiatement l'ampleur du désastre. Ce n'était pas une chambre sans électricité. Ce n'était pas un étage. C'était l'hôtel entier. Les ascenseurs figés dans leur puits. Les systèmes de sécurité en mode batterie réduit.
Le restaurant sans lumière, la cave avec seulement les bandes phosphorescentes sur les marches. Et au 3e étage, 1000 personnes dans l'obscurité, probablement en train de paniquer, probablement déjà en train de former leurs opinions négatives sur l'hôtel Renaissance Paris Prestige. Elle était redescendue immédiatement. Pas les escaliers de service normaux, mais les escaliers de secours, en suivant les bandes phosphorescentes sur les murs. Les mêmes bandes qu'elle avait elle-même commandées 10 ans auparavant, après un incendie mineur dans un hôtel concurrent. Elle avait atteint le rez-de-chaussée et avait entendu le chaos. Les voix paniquées, les gens qui appelaient, les demandes confuses. Des clients qui criaient « Quelqu'un sait ce qui se passe ?» Des employés qui essayaient de maintenir le calme face à l'obscurité envahissante. Elle s'était dirigée vers la cave, connaissant chaque mur de ce trajet, capable de le parcourir les yeux fermés après 20 ans. L'accès à la cave du Renaissance se faisait par un petit couloir à l'arrière de la cuisine. Véronique, qui était descendue en quelques minutes, utilisant son téléphone comme lampe de poche, sa lumière créant des ombres étranges sur les vieux murs de pierre chargés d'histoire. Le système de secours, les batteries de secours, auraient dû s'enclencher automatiquement. Elle s'était enclenchée, mais insuffisamment. Les petites lumières d'urgence luisaient dans le noir, projetant des ombres spectrales sur les murs de pierre, créant l'impression d'être dans des catacombes souterraines plutôt que dans une cave d'hôtel parisien. Et c'est là, à 2 heures du matin, une heure qu'elle n'oublierait jamais, aussi clairement écrite sur son cœur que sur l'horloge que son téléphone affichait, dans la cave souterraine du Renaissance Paris Prestige, avec un hôtel entier dans le noir au-dessus de sa tête, que Véronique Delaporte avait reçu un appel téléphonique qui changerait tout. Son téléphone avait vibré. L'écran brillait dans l'obscurité, montrant un numéro francilien qu'elle ne reconnaissait pas immédiatement. Elle avait presque laissé passer, trop occupée à réfléchir à ce qu'il fallait faire, estimant rapidement dans sa tête les dégâts financiers et réputationnels, mais elle avait décroché par réflexe professionnel, ce réflexe qu'on développe après 20 ans dans le métier. « Oui, allô ? Bonsoir Véronique, c'est Laurent Mercier. Mercier, le directeur régional de Meridian Capital Partners, un homme d'environ 55 ans, basé à Luxembourg, qu'elle avait rencontré une demi-douzaine de fois lors de réunions de restructuration. Il était poli avec la courtoisie calculée des hommes d'affaires, compétent selon les mesures financières standards, mais dénué de toute chaleur humaine, de toute véritable connexion avec le produit qu'il gérait. « Monsieur Mercier, à 2 heures du matin. Vous avez sans doute entendu parler de notre situation actuelle, » avait-elle dit, un peu surprise par l'appel et presque amusée d'une façon sombre, par le fait qu'il appelait maintenant, quand tout était en ruine. « En effet, j'appelle en grande partie pour cette raison, Véronique. Le blackout, c'est une crise très sérieuse. » Véronique avait senti une certaine tension dans sa voix, une tension différente de celle qu'elle attendait. Elle avait supposé qu'il appelait pour discuter de la situation, des étapes suivantes, peut-être pour lui demander comment elle gérait la crise, pour être informée sur la réaction des clients, pour explorer les options. Elle était directrice générale, après tout. C'était son travail. Elle était la personne responsable quand tout allait mal. « Oui, monsieur. Nous gérons actuellement la situation avec toute l'efficacité dont nous sommes capables. J'ai un plan pour rétablir le système électrique principal. J'ai contacté le service d'électricité d'urgence. La plupart de nos clients ont été informés qu'il s'agissait d'une panne mineure et que tout serait rétabli avant 4 heures du matin. Je vais également communiquer avec les chefs d'entreprise invités au gala pour les assurer que l'événement peut reprendre sans problème. » À cet instant précis, elle s'était rendue compte qu'elle faisait exactement ce qu'elle faisait depuis 20 ans. Promettre, rassurer, prendre les problèmes sur ses épaules, même s'ils n'étaient pas entièrement de sa responsabilité. C'était qui elle était. C'était ce qu'elle faisait. C'était la marque génétique de sa mère qu'elle avait héritée. La voix de Laurent Mercier avait changé, devenue plus formelle, plus définitive. Comme si elle avait déclenché quelque chose en lui,
comme si sa démonstration de compétence avait activé un scénario qu'il avait déjà préparé. Véronique, écoutez. Il y a une raison à cet appel au-delà de la panne. Et je dois être honnête avec vous. C'est une conversation que je ne voulais pas avoir à 2 heures du matin, mais c'est comme ça. Elle avait senti son estomac se resserrer physiquement, comme si une main invisible le pressait. Elle reconnaissait précisément ce ton de voix. C'était exactement le ton que prenaient les gens juste avant de prononcer des paroles graves et définitives que personne, absolument personne, ne voulait vraiment entendre. C'était le ton de la rupture, le son du changement destructeur. Je vous écoute. Nous avons décidé, en siège de Méridian, que compte tenu de la gravité de cette situation, la perte d'image pour l'hôtel, les médias qui vont parler d'une panne totale lors d'un événement majeur, l'impact financier estimé à plus de 200 000 € pour cette seule nuit sans compter les compensations aux clients, les annulations futures, nous avions besoin d'un changement de direction immédiat. Elle avait compris immédiatement ce qu'il allait dire. Elle avait senti les murs de la cave se resserrer autour d'elle. « Vous m'appelez pour me licencier », avait-elle dit, plus comme un constat qu'une question. « Oui, je suis désolée. Je savais que nous devions agir rapidement et en ces circonstances, c'était la seule option viable. » Elle avait fermé les yeux. 20 ans. Elle venait de redonner du sens à sa vie cette nuit-là, à travers ce gala, à travers la perfection de chaque détail. Et maintenant, cela disparaissait, emporté par une seule nuit de crise, par des circuits électriques qui n'auraient jamais dû vieillir de cette façon. « Je comprends », avait-elle dit finalement. « Vraiment » avait demandé Mercier, surpris par le calme de sa réaction. « Non, pas vraiment, mais je comprends que vous appeliez. » Il y avait eu un silence à l'autre bout de la ligne. Vos chèques de salaire seront augmentés pour couvrir 6 mois de préavis, malgré le départ immédiat. Nous vous fournirons une lettre de référence positive et nous vous aiderons à trouver une autre position. Il parlait comme si de l'argent pouvait compenser 20 ans de dévouement. Comme si une lettre pouvait effacer la douleur d'être jeté dehors lors de votre pire nuit. Merci, monsieur Mercier. Vous êtes une femme remarquable, Véronique, vraiment. Je suis désolée que cela doit se terminer de cette façon. Il avait raccroché. Véronique était restée assise dans la cave souterraine du Renaissance Paris Prestige, avec un hôtel entier dans le noir au-dessus d'elle, avec un travail de 20 ans qui venait de disparaître en 4 minutes dans une cave froide. Elle s'était permis une minute complète de paralysie absolue. Une minute où elle avait envisagé de simplement rester assise dans le noir, immobile, de laisser tout s'effondrer sans elle, d'abandonner complètement. Une minute où elle avait senti la dépression et la défaite la submerger comme une vague. Puis, elle s'était levée. Elle avait pris une profonde respiration qui semblait venir du plus profond de son âme. Elle avait rangé son téléphone dans sa poche. Elle avait pensé à sa mère, à la pension, à tous les sacrifices. Et elle s'était mise au travail avec une détermination renouvelée, comme si son devoir envers cet hôtel transcendait même la question de son emploi. Elle avait appelé le service technique d'électricité d'urgence, depuis sa ligne fixe de l'hôtel, et avait donné un diagnostic technique extrêmement détaillé et précis de la situation complexe, utilisant l'expertise accumulée pendant 2 décennies. Elle avait appelé le directeur de restaurant et avait expliqué méthodiquement comment restaurer au moins une partie du service électrique aux cuisines pour permettre la préparation urgente des mets. Elle avait appelé le directeur des opérations et lui avait donné les instructions précises et claires pour informer calme les clients d'une récupération attendue avant 4 heures du matin, minimisant leur anxiété. Elle avait appelé le coordinateur d'événements et lui avait expliqué comment préparer méticuleusement la salle de réception pour la reprise ordonnée du gala. À 1h30 du matin précisément, le premier circuit principal avait pu être restauré grâce aux directives techniques précises de Véronique et au travail acharné des techniciens d'urgence. À 2h30,
suffisamment d'électricité avait été rétablie et stabilisée pour que les ascenseurs recommencent à fonctionner avec régularité et sécurité optimale. À 3h30 exactement, la salle de réception avait retrouvé toute sa lumière complète, fonctionnelle et flatteuse, restaurant progressivement l'ambiance festive du gala. À 3h45 précisément, Véronique était de retour triomphalement au 3e étage glamoureux, sa robe noire déjà légèrement défroissée après cette journée extraordinaire de crise et de rédemption, ses cheveux grisonnants légèrement échappés de son chignon discret mais élégant. Elle s'était dirigée directement et avec confiance vers Théo, qui supervisait attentivement la restauration complète du service de gala. « Comment va la situation ?» avait-elle demandé. « Grâce à vos instructions, nous reprenons du service. Les clients sont calmes maintenant. Certains trouvent même l'expérience excitante, une sorte d'aventure exclusive qu'ils raconteront à leurs collègues. » Elle avait souri, malgré tout. Au moins, les clients ne souffraient pas. Elle s'était aussi permis un moment de fierté silencieuse. Malgré tout ce qui venait de se passer, malgré le licenciement brutal reçu quelques heures plus tôt, elle avait agi comme une directrice générale véritable. Elle avait agi comme quelqu'un qui possédait vraiment cet hôtel, qui avait investi son cœur dans ses murs, qui ferait tout pour le protéger. Vers 4h du matin, l'orchestre avait repris ses premières notes. Les invités, revigorisés par le dramatique de la situation et rassurés par la compétence avec laquelle elle avait été gérée, avaient commencé à applaudir. On entendait des conversations recommencer, des verres de champagne remplir à nouveau. Le gala reprenait son cours avec une énergie nouvelle, comme si la crise avait en fait renforcé le sentiment de partage et de camaraderie. C'est à ce moment qu'un homme s'était approché d'elle. Il était grand, avec une chevelure argentée, d'environ 60 ans, vêtu d'un costume 3 pièces à la coupe parfaite. Il dégageait une autorité naturelle, celle des hommes qui n'ont pas besoin de parler fort pour être entendus. « Vous êtes Véronique Delaporte, n'est-ce pas ?» avait-il demandé en lui tendant la main. « Oui, c'est moi. Je m'appelle Frédéric Rousseau. Je suis un investisseur indépendant et je dois dire que ce que je viens de témoigner ce soir, votre gestion de cette crise, votre compétence, votre dévouement remarquable, c'est exactement le type de talent que je recherche depuis longtemps. » Elle avait été trop fatiguée pour être impressionnée. Elle avait aussi été trop occupée à penser au fait que cet homme ne savait probablement pas qu'elle venait de perdre son emploi dans le noir, quelques heures plus tôt, seule dans cette cave souterraine. « Merci, monsieur Rousseau. C'est gentil à vous de dire. Je voudrais vous faire une proposition. Pas ce soir, bien sûr, demain matin. Mais je voudrais que vous envisagiez quelque chose. » « Quoi, monsieur ? » « Je suis propriétaire d'une petite participation dans cet hôtel, 5%. Et je suis prêt à vous la donner en échange de quelque chose. » Elle l'avait regardé, incertaine si elle était en train d'halluciner sous l'épuisement ou si cet homme était sérieux. « Pourquoi feriez-vous cela ? » « Parce que ce soir, vous avez montré ce que cela signifie de vraiment posséder quelque chose. Pas légalement, pas sur papier, mais dans le cœur, dans chaque action, dans chaque choix que vous avez fait. Et je pense que c'est exactement le type de personne qui devrait être propriétaire, au moins en partie, de cet hôtel. Il avait tendu la main vers un petit salon privé adjacent, un geste invitant et rempli de bienveillance. « Venez, parlons vraiment. » Ils s'étaient retirés du chaos tumultueux du gala qui continuait de faire rage derrière eux et s'étaient assis dans le petit salon aux lumières tamisées, loin des regards et des oreilles indiscrètes. C'est à ce moment que Frédéric Rousseau avait expliqué avec précision la nature entière de son offre généreuse et inattendue. Il était propriétaire de 5% des parts du Renaissance depuis 3 ans, une participation stratégique qu'il avait acquise lors d'une vente précédente, justement en vue d'un moment comme celui-ci. Il était aussi un homme qui croyait fermement, profondément et inébranlablement que la vraie richesse venait de placer ses ressources aux mains de personnes qui en comprenaient vraiment la valeur, pas seulement en termes financiers et comptables purs, mais en termes d'âme,
de cœur et d'engagement profond envers quelque chose de plus grand. Je n'ai pas les ressources financières pour acheter une participation dans un hôtel. Ce que je gagne comme directrice, c'est à peine suffisant pour payer mon loyer et mes factures. Je n'ai pas l'argent. Elle parlait honnêtement, sans fausse modestie, décrivant simplement la réalité de son existence de classe moyenne professionnelle. Vous ne me l'achèterez pas. Je vous la donnerai. En échange d'une chose. Elle avait attendu, incapable de parler. Je veux que vous aidiez à restructurer le management de cet hôtel. Je veux que vous aidiez à nettoyer le désordre que Mercier a créé, à restaurer la culture d'excellence qui semble s'être perdue. Et je veux que vous soyez un partenaire véritable dans les décisions majeures concernant l'avenir de cet hôtel. Je veux un regard nouveau, une perspective basée sur l'expérience profonde et l'amour authentique du métier, pas seulement sur les chiffres froids des feuilles de calcul. Elle avait senti les larmes monter dans ses yeux, mais elle avait refusé de les laisser couler, gardant cette dignité qu'elle avait préservée toute la nuit. Pourquoi feriez-vous cela pour moi? Parce que ce soir, vous avez montré ce que cela signifie de vraiment posséder quelque chose. Pas légalement, pas sur papier, mais dans le cœur, dans chaque action, dans chaque choix que vous avez fait. Et je pense que c'est exactement le type de personne qui devrait être propriétaire, au moins en partie, de cet hôtel. Elle s'était retrouvée sourire à travers ses larmes. Elle avait pensé à sa mère, à sa pension dans le Rhône, à ce sentiment d'avoir quelque chose qui vous appartient, de construire quelque chose pour vous-même, de voir votre création refléter vos valeurs. C'était ce qu'elle avait cherché depuis le début, sans vraiment le savoir, une sorte de propriété émotionnelle qui se transformerait maintenant en propriété légale. J'accepterai votre offre, monsieur. Avec gratitude, avec honneur, et avec la détermination de transformer cette opportunité en quelque chose de magique. Il s'était levé et lui avait tendu la main pour l'aider à se lever avec grâce, un geste courtois qui semblait chargé de profond sens et de reconnaissance mutuelle. Parfait. Nous formons une belle équipe, je crois. Maintenant, allons ensemble nous assurer que ce gala se termine sans autre problème et se termine même en triomphe. Et demain matin, à la première heure, j'appelle Mercier et je lui explique comment les choses vont vraiment se passer d'ici en avant. Elle avait ri, d'un rire spontané de soulagement mêlé de joie profonde, un rire qu'elle n'avait pas entendu de sa propre bouche depuis très, très longtemps. Un rire qui semblait venir du plus profond de son être renouvelé. À 9 heures du matin, après une douche longue et revitalisante et un changement de vêtements, le téléphone de Véronique avait sonné. C'était Laurent Mercier. « Véronique, bonsoir, enfin, bonjour. » Elle avait attendu, ne disant rien, laissant l'inconfort du silence lui appartenir. « Je dois vous présenter des excuses sincères. Frédéric Rousseau m'a appelé il y a quelques heures et m'a expliqué ce qui s'était réellement passé cette nuit. Comment vous aviez réparé le système électrique? Comment vous aviez continué à travailler, même après avoir reçu votre licenciement? Il y avait une pause, celle d'un homme qui réalisait lentement qu'il avait commis une erreur majeure. C'était une erreur de jugement grave de ma part. Une grave erreur. Je voudrais annuler votre licenciement et vous offrir des excuses formelles. Véronique avait écouté sans répondre, estimant la sincérité de ses paroles contre la réalité de ses actions. « Êtes-vous là, Véronique? » « Oui, monsieur Mercier, je suis là. Alors, que pensez-vous? » Elle avait respiré profondément. « Monsieur Mercier, j'apprécie vos excuses, vraiment. Mais je dois vous informer que j'ai accepté une nouvelle position. Une position où j'aurai une véritable participation dans l'hôtel et où je pourrai vraiment faire une différence. Qu'entendez-vous par une participation? Je vais travailler avec Monsieur Rousseau pour restructurer la direction de l'hôtel, et en échange, j'aurai 5% des parts du Renaissance. Il y avait eu un silence très long, le silence d'un homme qui comprenait soudainement qu'il avait perdu le contrôle de la situation. Je vois. Eh bien, je pense que c'est un arrangement juste,
compte tenu des circonstances. Je vous souhaite bonne chance, Véronique, vraiment. Il avait raccroché sans ajouter autre chose. Après avoir raccroché, Véronique s'était assise sur son canapé et avait laissé les larmes couler librement sans retenue. Des larmes complexes et multiples, de soulagement, de joie profonde, de fierté authentique, de relâchement de la tension accumulée pendant des heures intenses. Elle avait pensé à cette nuit sombre dans la cave du Renaissance, quand elle avait véritablement cru que tout était fini, que sa vie s'écroulerait irrémédiablement. Elle avait pensé à cette décision cruciale qu'elle avait prise dans le noir, de continuer à travailler malgré le licenciement brutal, de ne pas laisser l'injustice et l'amertume paralyser son sens inné du devoir et sa responsabilité envers l'autel qu'elle aimait. Cette décision, prise dans un moment de profonde crise et de noirceur absolue, avait changé absolument tout dans sa vie. Les mois qui ont suivi l'ont confirmé de manière éclatante. Frédéric Rousseau et Véronique avaient lancé un projet de rénovation majeur du système électrique, un projet ambitieux que Véronique avait soigneusement planifié au cours des 3 mois suivants avec une précision remarquable, digne de ses 20 années d'expérience. Pendant qu'on travaillait sur l'électricité, elle avait aussi amorcé une restructuration complète de l'équipe de direction, une tâche délicate qui nécessitait diplomatie et vision. Elle avait promu Théo au poste de directeur des opérations, voyant en lui le potentiel qu'elle y avait cultivé pendant 5 ans d'observation attentive. Elle avait embauché un nouveau chef financier qui comprenait intuitivement que l'excellence avait un vrai prix et qu'on ne pouvait pas le payer par des sacrifices d'économie dangereuses et mal avisés. Au cours de cette année suivante, le Renaissance s'était transformé de manière remarquable. Les réservations avaient grimpé de 30%, un chiffre qui aurait semblé impossible 6 mois plus tôt. Les clients avaient commencé à remarquer une différence perceptible, une sorte de retour à l'excellence qui semblait avoir été perdue sous la gestion précédente. Les avis en ligne avaient changé de ton, passant de compliments génériques à des mentions spécifiques de services personnalisés, d'attention aux détails délicates, de ce sentiment d'être vraiment pris en charge par une équipe dévouée et passionnée. Les étoiles Michelin se reflétaient à nouveau dans les fenêtres du restaurant. Les investisseurs externes commençaient à remarquer la hausse dans les chiffres trimestriels. Environ 9 mois après cette nuit fatale du 14 octobre, un article en première page du Figaro avait porté une attention particulière aux Renaissance et à la remarquable transformation qu'il avait subie en si peu de temps. L'article mettait Véronique Delaporte à l'honneur, comme l'architecte principal de ce renouveau spectaculaire, citant sa perspective unique, son expertise technique rare et sa vision inébranlable pour l'excellence. L'article avait aussi mentionné, de façon délibérément oblique mais compréhensible pour les initiés, les difficultés graves rencontrées avec la direction précédente sous Mercier et la façon dont la nouvelle équipe de direction les avait surmontées avec professionnalisme, innovation et détermination. Le journal ne cachait pas que le Renaissance était maintenant considéré comme un modèle de réussite dans l'industrie hôtelière parisienne. Quelques semaines après la publication de l'article enviable dans le Figaro, Véronique avait appris par les canaux internes que Mercier avait été licencié de manière expéditive. Meridian Capital Partners, voyant les chiffres spectaculaires du Renaissance et réalisant que leur stratégie d'austérité avait échoué catastrophiquement, avait décidé de restructurer complètement son équipe de direction en Europe. Mercier avait été transféré d'urgence à un poste beaucoup moins prestigieux, dans un portefeuille de propriétés mineures en Allemagne. Une relégation qui constituait une reconnaissance silencieuse, mais irréfutable, que sa stratégie globale avait échoué, et que ses jugements avaient été gravement erronés. Ce qui avait commencé comme un cauchemar absolu, une panne électrique catastrophique, un licenciement brutal et sans préavis à 2 heures du matin, la fin apparente d'une carrière de 20 ans dans la cave souterraine d'un hôtel vide, s'était transformée en quelque chose de bien plus grand que ce qu'elle aurait jamais osé imaginer. Véronique Delaporte n'était plus simplement directrice de l'hôtel Renaissance Paris Prestige, une simple exécutante des décisions d'autres.
Elle était maintenant propriétaire, du moins en partie, d'un des plus beaux hôtels de Paris. Une position qui la plaçait véritablement au cœur des décisions futures. Elle avait une véritable voix dans son avenir, une vraie participation à son succès, et, plus important encore, une reconnaissance formelle de sa valeur. Elle avait transformé un moment de crise absolue en un moment de transformation personnelle profonde. Elle avait appris une leçon que peu de gens apprennent dans une vie, que le vrai pouvoir ne vient pas de ce qu'on vous donne, mais de ce qu'on choisit de faire quand tout semble perdu. Le vrai pouvoir réside dans la capacité de rester humain, de rester digne, de rester fidèle à ses principes, même, ou surtout, quand cela vous coûte personnellement. C'était une leçon gravée, maintenant, à jamais dans son cœur. Cette nuit-là, dans cette cave obscure et profonde, entourée par le noir absolu et l'incertitude envahissante, Véronique Delaporte n'avait pas seulement sauvé un hôtel prestigieux du désastre imminent. Elle s'était aussi sauvée elle-même d'une vie passée de servitude silencieuse et d'abnégation perpétuelle. Elle avait découvert une partie d'elle-même qu'elle n'avait jamais voulu véritablement reconnaître ou accepter, une femme capable de créer quelque chose de nouveau, pas seulement de gérer l'existant. Une femme capable de posséder et de contrôler son propre destin, pas seulement de servir les visions d'autres. Une femme dont le cœur était assez fort, assez noble et assez courageux pour continuer à avancer quand tout le reste autour d'elle semblait s'effondrer définitivement. Et c'était précisément cette découverte profonde et transformatrice de soi-même, bien plus que la participation financière concrète ou le titre officiel sur un document, qui avait vraiment changé sa vie entière de manière irréversible, définitive et positive.